Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans le studio de la SFAR pour une nouvelle journée podcast du groupe Jeunes. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Lamine Abdenour qui vient du groupe de la Pitié-Salpêtrière et qui va tenter aujourd'hui de nous présenter de manière extrêmement didactique l'essentiel sur le Doppler transcrânien. Je te remercie, Léonore, de m'avoir invité pour parler du Doppler transcrânien, qui est aujourd'hui un outil incontournable en neuroréanimation pour la prise en charge des patients cérébro-lésés. Je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt, de l'utilité de cet examen. Donc c'est un examen qui est assez simple. Il est réalisé grâce à une sonde de fréquence de MHz, donc basse fréquence, une sonde que vous utilisez en écho cardiaque transthoracique. Donc vous avez compris, c'est un outil qui maintenant doit être utilisé régulièrement chez le cérébro-lésé. Pratique, pour une question de pratique, on met la machine sur le côté, on se met derrière le patient, on règle le niveau de la machine, on met le programme Doppler transcrânien, on est derrière la patiente pour être dans la meilleure position possible. On repère, donc, nous avons les fenêtres temporales, la fenêtre occipitale et les fenêtres orbitaires. On prend la sonde et on l'applique sur la région temporale et ainsi on va débuter notre examen. Nous avons les fenêtres principales qu'on utilise lors de la réalisation du Doppler. D'abord la fenêtre temporale qui permet de voir le système carotidien, la fenêtre occipitale qui permet de voir le système vertébro-basilaire avec les artères vertébrales et le tronc basilaire, la fenêtre transorbitaire qui va nous permettre d'accéder à l'artère ophtalmique, et puis la fenêtre sous-mandibulaire qui est assez anecdotique, qui est rarement utilisée, mais je la cite parce qu'elle est citée dans les ouvrages. Voici comment se projette l'image sur l'écran et comment se projette la tête par rapport à cet écran, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc vous avez le polygone de Willis qui se projette sur le crâne que j'ai mis sur l'écran. Vous avez le nez vers le côté, donc vous avez le trait de la sonde, ici le repère de la sonde, et puis donc vous avez le nez sur la région gauche de l'écran, et à droite, la droite de l'écran, vous avez la région occipitale. C'est assez simple. Il y a des repères anatomiques endocrâniens qu'il faut connaître. En manipulant la sonde, comme vous le voyez ici, vous accédez quand vous faites un geste vers le bas, vous avez la petite aile du sphénoïde, et puis quand vous montez vers le haut, vous allez voir apparaître la scissure sylvienne, et vous avez un repère important qui sont les pédoncules cérébraux que vous voyez ici en sombre, la petite aile du sphénoïde et la scissure sylvienne dans laquelle vient s'intégrer l'artère cérébrale moyenne qui est la plus importante et qui est située en plein sur le tir Doppler. Regardez, donc je remets le repère ici, vous avez l'image sans couleur, vous avez les pédoncules cérébraux, la scissure sylvienne, et si vous regardez bien, vous avez le battement de l'artère ici. Et quand on met la couleur, vous voyez la même image avec la couleur qui s'intègre dans cette scissure sylvienne, et vous avez l'artère cérébrale moyenne, la cérébrale antérieure, et puis vous avez les pédoncules cérébraux et l'artère cérébrale postérieure qui fait un cercle, un demi-cercle autour des pédoncules cérébraux. Vous avez ici, en plus grand, cette image que j'ai décrite auparavant avec le pédoncule, ici, cérébrale postérieure, cérébrale moyenne, qui vient rencontrer le tir Doppler. Elle est alignée quasiment avec le tir Doppler, avec l'angle le plus petit, et puis vous avez la cérébrale antérieure, et ici on devine la communicante antérieure. En fait, on a l'artère, le segment A1 de la communicante antérieure. Alors, je vais vous montrer les artères une par une, les plus importantes bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps de tout montrer. Donc sachez que par la fenêtre temporale, on a accès à toutes les artères que je décris ici, la carotide interne, la cérébrale moyenne, la cérébrale antérieure les plus importantes, et puis vous avez les autres artères, la communicante postérieure, la cérébrale postérieure et la terminaison du tronc basilaire.
Voici la carotide qui s'inscrit dans le canal carotidien, donc, qui sort du sphénoïde. Vous voyez, donc elle est positive et vous voyez l'image Doppler, le flux Doppler qui correspond. Ici, vous avez la cérébrale moyenne, l'artère la plus importante qu'on doit pouvoir mesurer tout le temps, c'est la plus simple, et qui est toujours positive puisqu'elle est située à l'extérieur du cercle de Willis. Les artères qui constituent le cercle de Willis sont des artères qui peuvent changer de sens, il faut le savoir. L'artère sylvienne ne change pas de sens, c'est une artère terminale, elle est toujours positive. Ensuite, nous avons l'artère cérébrale antérieure. La portion A1, comme je vous l'ai dit auparavant, elle est négative. Mais vu qu'elle est dans le cercle, elle peut s'inverser si jamais la carotide en dessous n'est pas perméable. Donc, elle est normalement négative. Ensuite, je vous montre ici la cérébrale postérieure qui fait un arc de cercle autour du pédoncule. Et vous avez, elle a une portion positive, puis elle devient négative. C'est la même artère, sauf que la sonde qui est là voit arriver le flux, puis elle le voit repartir. Et donc, vous avez une double enveloppe, une enveloppe positive et une enveloppe négative. Ensuite, nous avons la communicante postérieure, qui est le pont qui fait le lien entre le système carotidien et le système vertébro-basilaire. Et vous voyez qu'elle est négative. Pourquoi elle est négative? Parce que le système carotidien débite 80% du débit sanguin cérébral, alors que le système vertébro-basilaire assure 20% du débit, et donc le système carotidien débite plus, il l'emporte sur le système vertébro-basilaire, c'est pour ça que le flux est négatif. Mais si la carotide se bouche, ce flux peut s'inverser, comme on le verra tout à l'heure. La fenêtre transoccipitale va nous permettre de voir la circulation vertébro-basilaire. On voit principalement les artères vertébrales, l'artère vertébrale, le segment V4, qui est le dernier segment de l'artère vertébrale, l'endocrânien, et puis on a le tronc basilaire qui est formé de l'union des deux vertébrales. Et puis nous pouvons voir, quand on est entraîné, toute la circulation du cervelet, c'est-à-dire on a l'apica, l'AICA, l'artère cérébrale supérieure et les artères cérébrales postérieures. Je vous montre les principales qui sont les artères vertébrales et le tronc basilaire. Vous voyez qu'elles sont négatives. Le tronc basilaire est toujours négatif, mais une des artères vertébrales peut devenir positive si jamais il y a une dissection de l'une des deux et que la dominante circule. À ce moment-là, on la verra circuler dans ce sens-là. Donc, en même temps irriguer le tronc basilaire et en même temps irriguer l'autre vertébrale. Ici, l'artère ophtalmique par voie transorbitaire. Donc, la transorbitaire vous permet de voir l'artère ophtalmique qui est positive parce qu'elle est alimentée à partir du siphon qui est derrière et donc l'artère vient vers l'avant, la sonde étant sur l'œil, elle va arriver à l'artère comme vous le voyez ici et vous voyez qu'elle est positive. Mais elle peut s'inverser, on le verra tout à l'heure. Ici, voilà un polygone normal, comment il se projette dans un crâne, mais cette fois fait de façon de devant, et vous avez une artère sylvienne, donc cérébrale moyenne, avec un Doppler normal. Regardez toujours l'image, pour ceux qui n'ont pas vu, comment se projette l'image sur l'écran. Alors, la machine va nous mesurer des vitesses et va nous calculer des index. Donc, la machine va nous donner la vitesse systolique, la vitesse diastolique et la vitesse moyenne. D'accord ? Et elle va nous calculer des index qui sont importants, l'index de résistance, qu'on appelle l'index de Pourcelot, qui est surtout utilisé par les radiologues ou par les échographistes vasculaires. Il y a l'index de pulsatilité qui est pour nous le plus important, c'est la vitesse systolique moins la vitesse diastolique sur la vitesse moyenne. C'est un index corrélé à la perfusion et nous allons nous étaler plutôt sur cet index qui nous concerne énormément. Il y a aussi un autre index qui est l'index de Lindegaard ou index d'Aslide qui est important lorsqu'on est en situation de vasospasme et lorsqu'on veut différencier entre un vasospasme et une hyperémie. Cet index, il est égal à la vitesse moyenne de la cérébrale moyenne divisée par la vitesse de la carotide interne au niveau cervical.
Et puis nous avons l'index de Lindegaard modifié, c'est le même, mais appliqué à la circulation vertébro-basilaire, où on mesure la vitesse du tronc basilaire, la vitesse moyenne, divisée par la vitesse moyenne de la vertébrale dominante, mais au niveau cervical et plus au niveau endocrinien. Alors, je reviens à l'index de pulsatilité, qui est un index qui est corrélé à la perfusion, et donc on va un peu disséquer cet index qui est égal à la vitesse systolique, moins la vitesse diastolique, sur la vitesse moyenne. Cet index, dans la plupart des études, est corrélé à la perfusion cérébrale. Il doit toujours être interprété avec la vitesse diastolique. Lorsque l'index de pulsatilité est élevé, il signe une hypoperfusion, à condition que la vitesse diastolique soit inférieure à 25. Par contre, je vous préviens, cet index de pulsatilité ne vaut plus rien lorsqu'on est en situation de vasospasme ou en situation de vascularite. Vascularite et vasospasme, c'est la même chose, puisque ça se manifeste par une accélération des vitesses indépendamment du fait que c'est généré par des pathologies différentes. Donc c'est un index, comme je vous l'ai dit, qui est le plus utilisé par les spécialistes des cérébrolésés. Regardez ici un exemple de patient qui a un index de pulsatilité qui est élevé, en l'occurrence ici il y a à 2,2, sachant que la normale c'est maximum 1,2 ou en dessous. Lorsque ça dépasse 1,20, eh bien, nous avons une hypoperfusion. Chez ce patient, il y avait 45 de pic. Et vous voyez, l'index de pulsatilité est élevé et la vitesse diastolique est effondrée. Elle est à 16, comme je l'ai noté ici. Donc, c'est clairement une hypoperfusion. Le Doppler ne vous donne pas la pique, mais il vous dit simplement que c'est une hypoperfusion et la pique peut être une des sources de l'hypoperfusion. Regardez en réalité ce qui se passe. Le cerveau est un organe qui est irrigué en systole et en diastole. Et regardez ce qui se passe. La systolique basse, parce qu'elle est directement liée à la pression systolique, mais la diastolique, c'est elle qui irrigue le cerveau. Et quand il y a une hyperventilation ou qui en génère une hypocapnie avec baisse du débit et une hypertension intracrânienne, on a une baisse de la diastole qui ne peut plus traverser le cerveau. Ça entraîne donc une augmentation de l'IP qui traduit une hypoperfusion cérébrale. Quand on a une hypoperfusion, on va réfléchir à ce qui se passe. Soit on est en situation d'une altération de l'hémodynamique générale, souvent on a des vasopresseurs chez un patient hypovolémique avec patient vide, et donc on a une systole qui est élevée, une diastole qui s'effondre. Soit on est en situation d'hypocapnie, on hyperventile trop le patient, ce qui vasoconstricte et fait baisser le débit. Soit on est en situation d'hypoperfusion inadaptée, une perfusion basse par rapport à ce que demande le cerveau. Soit on est en situation d'hypertension intracrânienne. Par contre, il faut connaître les situations où l'IP peut nous induire en erreur, ce qu'on appelle les situations ischémiques à index de pulsatilité normal. C'est le vasospasme, comme je vous l'ai dit auparavant. Vous avez toutes les vitesses qui augmentent et par le biais du calcul, on a un IP qui est bas malgré des vitesses élevées. C'est une situation de vasoconstriction en réalité, avec une accélération des vitesses, mais avec un IP malheureusement normal qui peut nous induire en erreur, donc on ne le regarde pas. Deuxième situation, c'est celle d'une dissection carotidienne par exemple, où vous avez toutes les vitesses qui baissent parce que le débit baisse globalement et vous avez un IP qui est normal. Donc deux situations à retenir où l'index de pulsatilité peut être pris à défaut. Je vous parlerai au Doppler de deux situations physiologiques que vous devez connaître. La réactivité au CO2, qui est une situation où, lorsqu'on hypoventile le patient, vous avez une situation d'hypercapnie qui va entraîner une vasodilatation et qui va entraîner aussi une augmentation du débit sanguin cérébral indépendamment du métabolisme. A l'inverse, lorsque vous hyperventilez le patient, et c'est là où vous devez vous rendre compte que lorsque vous tournez le bouton du respirateur, vous tournez quelque chose dans la tête du malade, lorsque vous hyperventilez, vous générez de l'hypocapnie. L'hypocapnie est vasoconstrictrice et non seulement elle va vasoconstricter et réduire le volume sanguin cérébral, elle va réduire aussi le débit sanguin cérébral et le rendre inadapté à la consommation d'oxygène. Donc l'hypocapnie peut générer de l'ischémie. Regardez ce qui se passe ici. J'ai demandé à mon infirmière gentiment de respirer rapidement et vous voyez comment sa vitesse diastolique va baisser. Bien sûr, je ne lui ai pas demandé de respirer jusqu'à l'ischémie, mais uniquement pour montrer la différence entre la diastole en normocapnie, ici, et la diastole en hypocapnie. Et vous voyez qu'on baisse
le débit sanguin cérébral. Regardez ici, en vitesse rapide, comment les vitesses baissent rapidement. Et ici, c'est un enregistrement de patient où vous voyez le répercussion sur... Et c'est tout le danger. La pique était à 30, on hyperventile le patient, la pique est proche de 0, mais la vitesse baisse, elle traduit une évolution du débit sanguin vers le bas. Et l'IP, lui, l'IP ne se pose pas la question par rapport à la pique. Vous voyez, la pique a baissé, mais l'IP est montée. C'est une situation d'hypoperfusion à pique basse. Et quand vous regardez le métabolisme, eh bien vous avez un appauvrissement. Ici, c'est la JVO2, le sang jugulaire qui sort de la tête s'appauvrit en oxygène parce que l'extraction a augmenté du fait d'une baisse du débit. Et donc, attention, l'hypocapnie crée une situation d'ischémie à pique basse. Et vous voyez de PET scan comment on passe en normocapnie d'une ischémie peu étendue à une ischémie très étendue. Le même enregistrement, mais vu simplement, voilà la pique qui baisse, avec le CO2 qui baisse, la vitesse qui baisse, et puis l'IP qui doucement va monter, et le sang qui s'appauvrit en oxygène, témoin d'une extraction qui a augmenté en réponse à un débit qui baisse. Donc le contrôle de la pression intracrânienne ne doit jamais se faire au détriment de la perfusion. L'autorégulation, deuxième volet de physiopathe, et on arrêtera sur la physiopathologie, la physiologie et la physiopathe. L'autorégulation, lorsque vous voyez, la circulation cérébrale est dotée d'un plateau. Un plateau, ça veut dire que le débit ne bouge pas alors qu'on monte la pression. Qu'est-ce qui se passe? Le débit reste constant. Lorsqu'on monte la pression, les résistances montent. Donc en vasoconstricte, mais au contraire de ce qui se passe dans la ventilation, eh bien, le débit reste constant. Et tant mieux, parce qu'il est adapté à la consommation d'oxygène. Donc, on peut vasoconstricter à débit constant, ce qui permet de réduire le volume sanguin cérébral et baisser la pique, parce qu'on gagne de la place au niveau du cerveau lorsque la compliance est effondrée. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. L'augmentation de la pression va se manifester par une augmentation des résistances, une baisse du volume sanguin cérébral toujours à débit constant, ce qui va faire baisser la pique et faire monter la pression de perfusion cérébrale. C'est un cercle vertueux. Voilà l'enregistrement chez le patient. Je reproduis exactement la même chose, je fais monter la pression et on trouve le plateau, regardez, on retrouve le même plateau. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des petits vaisseaux? Ça, c'est au niveau des gros troncs où il ne se passe rien du tout. Mais au niveau des petits vaisseaux, ça veut dire que le débit à travers les gros vaisseaux est constant. Mais au niveau des petits vaisseaux, il y a cette vasoconstriction. Et qu'est-ce que ça nous donne? Une baisse de la pression intracrânienne. D'accord? Donc, une vérification au lit du patient de l'autorégulation en pression. Maintenant, le vasospasme, c'est une réduction des calibres des vaisseaux de façon retardée par rapport à une hémorragie méningée. Et voilà ce qui se passe. Vous avez une accélération des vitesses, et là, on mesure chez ce patient l'index d'Aslin. La vitesse est à 185 sur la cérébrale moyenne et 48 sur la vertébrale au cou. Et donc, quand c'est supérieur à 3, comme ici, c'est un vasospasme. Alors, l'index de Lindegaard, qui est la vitesse moyenne de l'ACM sur la vitesse moyenne de la carotide, et bien vous voyez, si c'est inférieur à 3, c'est de l'hyperémie. Si c'est supérieur à 3, c'est du vasospasme. Si c'est supérieur à 6, c'est du vasospasme sévère, potentiellement ischémique. Voilà ici le cas d'un patient qu'on a enregistré récemment avec un vasospasme. Vous voyez, les vitesses sont à 242. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la couleur, on voit et le spasme se situe chez le patient à ce niveau-là exactement. Je vous avais dit tout à l'heure, attention, lorsque vous avez un vasospasme, l'index de pulsatilité, regardez ici, il est bas. Il ne dépasse jamais 1. On ne doit pas le regarder. C'est une situation ischémiante à IP normal. Maintenant, je vais vous mettre un autre exemple de patient, ce qui passe en mort cérébrale. Vous voyez, c'est la vitesse diastolique. C'est celle qui assure le débit sanguin cérébral, la perfusion cérébrale. Elle s'effondre jusqu'à s'inverser. Et vous voyez bien que la systole tient assez longtemps parce qu'elle est sous la dépendance de la pression systolique. Et donc, jusqu'à inversion du flux. Et puis, à un moment donné, vous n'avez plus de flux. Ici, vous avez uniquement de la pulsatilité qui est transmise. Ça témoigne d'une HIC sévère qui empêche le sang de rentrer. En réalité, qu'est-ce qui se passe au Doppler? Eh bien voilà, vous avez au niveau systolique l'artère qui est rouge, comme on le voit habituellement, et au niveau diastolique, au niveau du temps diastolique, elle devient bleue, le sang est chassé vers l'arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une systole, mais on n'a pas de diastole,
elle est inversée, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux, le sang ne traverse pas le cerveau et il n'y a donc pas de retour veineux chez ce patient. Et c'est pour ça que maintenant, quand on voit ce Doppler-là, on sait qu'il n'y a pas de retour veineux et on parle d'arrêt circulatoire, même si on arrive à voir ce flux. C'est un flux qui ne perfuse pas le cerveau, c'est ce qu'on appelle, ce qui donne à l'artério l'aspect d'arbre mort. Le foramen ovale, un autre exemple de l'utilisation du Doppler, quand on ne sait pas faire l'écho cardiaque, regardez ici comment des bulles, on fait des bulles avec du plasmion, comme je l'ai décrit ici, et vous voyez comment les bulles qui doivent être trappées au niveau des cavités droites et au niveau du poumon, eh ben, vont passer directement à gauche et vous donner cet aspect-là. Maintenant, je vous donne un autre exemple où on pose un diagnostic de dissection artérielle. Vous voyez ici, ce patient, on est passé à l'artério parce qu'on avait fait le Doppler. On ne passe pas à l'artério comme ça. Vous imaginez, c'est un geste invasif. Ça veut dire que le Doppler nous a incité à demander au radiologue de faire une artério qui a été faite. Et voici le résultat. Le patient qui a une dissection carotidienne interne au cou sur une fracture, alors que ce patient n'avait aucun symptôme. Et la fracture passe par là, par où passe la carotide. Et donc, on avait suspecté 0 symptôme, scanner parenchymateux normal. Que nous montre le Doppler chez ce malade? Et bien voilà, on ne voit pas de carotide. On voit une communicante postérieure qui habituellement est négative, elle est rouge, donc elle revient de l'arrière vers l'avant, ce qui n'est pas normal. La carotide, on la voit pas, et quand on regarde vers le haut, on voit une cérébrale antérieure rouge. Elle circule dans le sens inverse. Elle revient au lieu de la voir partir. On va voir ça en mettant en parallèle un polygone normal et le polygone du jeune patient. Et vous voyez ici, la cérébrale antérieure normale, la communicante postérieure normale. Chez le patient qui a une dissection carotidienne, il y a une inversion du flux. Le patient a été sauvé grâce à sa communicante antérieure. Et de l'autre côté, la cérébrale antérieure de l'autre côté revient par la communicante antérieure pour irriguer la sylvienne. De la même manière, la communicante postérieure, n'étant plus gênée par le flux important de la carotide, revient elle aussi, et les deux vont additionner leur effort pour irriguer la sylvienne, ce qui a permis de sauver le patient. Il avait un bon polygone. Et vous voyez ici les flux, ici flux négatif de la communicante cérébrale antérieure, et ici ils sont tous les deux positifs, et la sylvienne qui a un aspect en bosse de chameau parce qu'elle n'est pas irriguée de façon normale, mais ça suffit pour maintenir la perfusion cérébrale et éviter l'apparition de symptômes. Et regardez, l'ophtalmique, elle est intéressante parce que la normale, elle est positive, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, elle s'est inversée. Et retenez que l'ophtalmique, c'est l'artère qui fait le lien entre le système carotidien interne et le système carotidien externe. Vu que cette artère n'est pas irriguée parce que la carotide est disséquée, eh ben, elle est irriguée grâce à une branche de la carotide externe qui vient la remplir et cette artère part vers l'arrière et donc son flux est inversé comme vous le voyez ici sur l'enveloppe, ici, d'accord ? On peut aussi, quand on est entraîné, voir la disparition d'une artère sylvienne. C'est assez simple, on n'a même pas besoin d'être entraîné, puisque regardez, vous faites le Doppler, ici vous voyez la sylvienne chez le patient, la droite, ici la gauche on ne la voit pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la carotide qui rentre à partir du sphénoïde, on voit la cérébrale antérieure, mais la sylvienne on ne la voit pas, et il n'y a pas de mystère, le patient avait développé une ischémie de tout le territoire sylvien. Pour finir, il restera encore le veineux. Ici, c'est une fistule carotido-caverneuse. Et vous voyez, c'est l'artère carotide qui est disséquée, mais qui scelle dans un manchon veineux qui l'entoure, ce qu'on appelle le sinus caverneux. Et vous voyez ici, avec les veines ophtalmiques qui sont dilatées parce qu'elles n'arrivent plus à se jeter dans le sinus veineux qui subit la pression de l'artère carotide disséquée. Et donc, vous voyez ici, c'est une image en 3D. Vous voyez la carotide interne, le sinus caverneux, et le sang passe à travers un trou. Et j'ai cherché avec le Doppler à trouver ce trou en me disant, si c'est un trou, là, il y a des vitesses accélérées, comme lors d'un vasospasme, et on voit la vitesse accélérée à 185, c'est le sang qui passe à travers ce trou. Et c'est un diagnostic facile, il suffit d'ausculter les yeux. Le traumatisé crânien doit avoir une auscultation des yeux, ce qui vous permet de trouver un souffle qui va être le témoin d'une fistule carotido-caverneuse. Et pour finir, le système veineux peut être vu, je reviens parce qu'elle est importante cette image. Pourquoi j'ai mis cette image? Vous voyez ici, c'est un patient qui a un trauma crânien, il a plein de fractures, un enfoncement osseux, et on voulait savoir, sans aller tous les jours faire un angioscanner veineux, voir si le sinus veineux longitudinal supérieur
était perméable. Et lorsque vous avez une fracture osseuse, c'est une fenêtre osseuse au Doppler. Vous pouvez l'utiliser pour regarder ce qui se passe. Regardez ici, par exemple, ce patient a une fracture du crâne qui passe juste sur le sinus latéral. Et vous voyez ici, le sinus latéral gauche est perméable, le sinus latéral droit veineux n'est pas perméable. Vous voyez là où c'est perméable, en foie flux veineux, et vous regardez cet angioscanner, le sinus qui n'est pas perméable. Voilà, donc c'est un outil qui vous offre un large éventail diagnostique. Il est simple, non invasif, et vous donne des informations utiles. Et la prochaine étape dans l'évolution du Doppler, c'est le Doppler microcirculatoire qui permet d'aller vraiment au fond des choses et de voir la perfusion cérébrale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Abdenour, pour ce défi réussi sur la présentation du Doppler transcrânien de manière extrêmement didactique et avec de belles iconographies et de très beaux cas cliniques. Je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous de m'avoir invité.